Alors moi très rapidement, donc je suis Véronique Lespine-Najib, je suis coordinatrice de l'axe 1 sur l'augmentation cognitive. Donc on a la chance d'avoir trois présentations ce matin sur cette thématique-là, avec des domaines très différents, un sur l'éducation, un sur le handicap et un sur l'industrie. Donc je vais laisser la parole à Anne Lémence qui va démarrer ses exposés, donc qui va parler à l'école des robots, enjeux et perspectives de la robotique en éducation. Anne vient de Bordeaux. Ensuite, ce sera Eric qui vient d'Aix-Marseille et en suivant, ça sera l'équipe de Poitiers avec Marine qui parlera. Donc juste pour les règles, je vous rappelle, vous avez 15 minutes de présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les trois exposés en suivant, comme ça nous laissera un temps d'échange où on s'installera sur les fauteuils pour échanger avec la salle en suivant. Voilà, Anne, si tu veux. Merci Véronique, merci de m'avoir invitée dans cette journée, j'en suis ravie, même si je me sens parfois un peu à côté. Donc je suis à l'IMS et je suis en sciences de l'information et de la communication. Et mes objets de recherche sont particulièrement centrés sur les questions d'éducation. Donc je ne suis ni informaticienne ni spécialiste de psychologie cognitive. À ce titre-là, je vous propose ce matin plutôt on va dire un panorama de ce qui se passe autour de la robotique en éducation, si on considère le robot comme un objet d'apprentissage ou comme un outil d'apprentissage. Donc, je suppose que j'ai été invitée à cette journée parce que j'ai piloté un projet assez important qui s'intitulait Persévérons. C'est un projet PIA sur la persévérance scolaire avec les objets numériques tangibles. Et un de ces objets numériques tangibles dans ce projet était le robot et la robotique. Personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste de robotique. Donc je ne vous parlerai absolument pas du robot en tant qu'objet technique. Je ne suis pas roboticienne ni informaticienne, mais plutôt de ce qu'on peut en faire en éducation. Donc voilà, mon exposé se déroulera en trois parties. Le robot comme objet, le robot comme moyen et le robot comme vecteur d'apprentissage. Et là, vous voyez une image d'un MOOC qui avait été produit à l'occasion de ce projet Persévérons qui s'est terminé en 2021. Donc voilà, pour commencer, l'éducation à la robotique. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on peut apprendre avec les robots ? Ça touche à plusieurs objets d'apprentissage. Le premier, c'est la littératie numérique. Et vous avez sur la diapo le référentiel de compétences, de compétences numériques qui est mis en œuvre à l'école et qui est mis en œuvre aussi de façon plus spécifique autour de la formation des enseignants, puisque c'est aussi un objet qui m'intéresse, puisque je travaille à la formation des enseignants à l'INSPE de Bordeaux. Donc à ce titre-là, nous, on va dire, on n'enseigne pas vraiment l'informatique, le numérique, mais on essaye de sensibiliser tous les enseignants à ces questions de numérique. Et ça se fait autour de ce cadre de référence des compétences numériques pour l'éducation. Et là, c'est celui qui concerne les élèves. Vous voyez que dans ce cadre de référence, on trouve s'insérer dans le monde numérique, par exemple, mener une recherche et une veille d'information, tous ces objets-là qui peuvent solliciter des robots. Ensuite, il y a des enseignements qui sont véritablement centrés sur la robotique. Dès le cycle 1, depuis quelques années, c'est-à-dire dès l'école maternelle, on commence à travailler autour de l'objet robot et puis de plus en plus, dès l'école primaire, les élèves sont amenés à manipuler des robots. Alors à la maternelle, c'est difficile parce que
si j'ai bien compris du point de vue de la psychologie cognitive, un enfant ne se décentre pas très tôt. Du coup, c'est pas évident pour eux de travailler sur un objet extérieur à eux. Mais petit à petit, on les amène à travailler sur la robotique. Jusqu'au cycle 4, donc jusqu'au collège. Et puis au lycée, ils ont des programmes. En seconde, un programme qui concerne tous les élèves. Et puis en première, des programmes plus spécifiques autour de la robotique. Donc les élèves, à un moment donné, sont conduits à travailler non seulement sur le robot pour apprendre les mathématiques et les algorithmes, mais aussi pour apprendre la programmation, le codage et l'objet même technologique qu'est le robot. Donc l'objet robot lui-même, là j'ai repris des images qui ne sont pas du tout produites par nous, mais qui sont par exemple l'image qui est à droite, c'est Margarida Romero qui travaille beaucoup sur cet objet-là de la robotique qu'il a produit, pour montrer qu'au fond, autour de la robotique, c'est pas seulement de la technologie ou de l'informatique qu'on va apprendre, mais aussi des démarches pédagogiques qui sont plutôt en rupture par rapport à ce qu'on fait habituellement à l'école, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas véritablement la robotique, sauf peut-être en première et en terminale, mais on travaille avec des robots pour mettre en place des démarches qui sont plutôt orientées vers l'essai-erreur, la prise le travail collaboratif, des choses comme ça. À cette occasion-là, et c'était l'objet d'ailleurs de notre projet de recherche, on va travailler avec les robots sur la motivation. Donc une des hypothèses, c'était que avec un objet tangible comme le robot que l'on peut programmer, les élèves vont avoir envie d'aller plus loin, ils vont être engagés dans leurs apprentissages et ils vont peut-être persévérer autour de ces objets avec une dimension d'autodétermination. Et puis le travail sur d'autres compétences comme l'esprit critique, la collaboration, la résolution de problèmes, etc. Troisième point sur cette éducation à la robotique, c'est enseigner avec les robots. Le fait de travailler avec les robots modifie aussi la pédagogie des enseignants. Leur point de vue sur la façon dont on peut travailler avec les élèves. Et donc, engage et nécessite qu'eux-mêmes soient formés. Ça, c'est un point qui est apparu très clairement dans notre projet. Si on essaye de travailler sur la persévérance des élèves avec les robots, il faut d'abord travailler sur la persévérance des enseignants avec les robots. C'est un point crucial. Quand on met des enseignants en projet avec un robot, il ne faut pas considérer qu'on le fait une année et puis ensuite ça va continuer, ils vont être autonomes. Il faut vraiment être justement très persévérant dans la formation des enseignants pour qu'à un moment donné, ils se sentent autonomes. Bon, là, je parle par exemple de l'école primaire. Évidemment, un enseignant de lycée en numérique, c'est moins un problème, quoique l'enseignant en sciences du numérique du lycée, ils sont confrontés à la question des programmes qui sont extrêmement structurés, et finalement, ils se détachent un petit peu de cette pédagogie de projet qui est intéressante dans la robotique. Donc voilà, cette dimension d'accompagnement des enseignants est vraiment importante. Ça suppose aussi que l'environnement d'apprentissage de l'élève va changer. Quand il travaille avec les robots, les élèves sont obligés de pousser les tables sur les côtés et de s'organiser autrement. Et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a parfois des formes de blocage du côté des enseignants. Il faut réorganiser la classe, il faut réorganiser l'environnement d'apprentissage. Il faut peut-être, au collège et au lycée, autoriser les élèves à utiliser leur téléphone, ce qui est interdit habituellement, des choses comme ça. Donc ça change la façon dont on apprend. Et puis, probablement, il faut développer certaines ressources. C'était l'objet d'une thèse de ce projet, une thèse de Thibaut Després, dont vous voyez là une image.
dans laquelle il a travaillé sur l'efficacité de kits robotiques pédagogiques, donc mis à la disposition des enseignants, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces kits robotiques qui existent. Ils sont de mieux en mieux faits. Et il me semble que par rapport à la première vague dans les années 80 de tentatives d'introduction du robot dans l'éducation, aujourd'hui, on est vraiment dans une introduction de la robotique qui me semble s'ancrer profondément dans les mœurs éducatives et pédagogiques, grâce à tous ces efforts. Donc vous voyez dans l'image en haut également comment la robotique peut être considérée de points de vue très différents, comme un simple objet d'une part, mais aussi comme un moyen d'engager totalement les élèves. Deuxième point, c'est la robotique pour l'éducation. Là, on peut se demander dans quelle mesure on peut faire du robot un moyen de modifier la perception de l'élève de ses connaissances. Et on va avoir, là c'est peut-être un objet qui vous intéresse un peu plus, on va avoir des recherches, et c'était dans Persévérons également, sur l'amélioration, le développement de robots qui sont adaptés à l'éducation. Donc ça suppose ce travail sur la création de robots nouveaux qui sont adaptés. Là, vous en voyez beaucoup. En bas, c'est un robot qui a été créé par le Labri pour ce projet-là, un robot holonome. Et en même temps, ils ont travaillé sur ce que comprennent les élèves, ce qu'ils font avec, et en particulier toutes les dimensions créatives. Alors, du point de vue de la recherche, ce qui est intéressant avec la robotique, me semble-t-il, c'est qu'elle engage véritablement une recherche nécessairement pluridisciplinaire. Et j'étais amenée à travailler notamment avec des chercheurs en informatique. Il y avait toujours une dimension de psychologie cognitive. Ça a obligé ces informaticiens à lire de la psychologie cognitive et à l'intégrer totalement dans leur modèle. Là, vous voyez un exemple d'une thèse de Timothée Duron, qui était également dans ce projet-là, qui a fait vraiment un très gros effort d'introduction de concepts de la psychologie cognitive dans des modèles informatiques. Du point de vue de la recherche également, on met en place des protocoles de recherche qui sont plutôt de type, dans ce projet-là en tout cas, plutôt écologique qu'expérimental. On voit l'exemple là de ce qu'avait mis en place Timothée Duron. Il observait des élèves en train de travailler dans leur classe avec leurs élèves. C'est un petit peu ce qui constituait la difficulté de son travail. Comment est-ce qu'on fait pour capter des données ? Son objectif était de tenter de construire un modèle qui permettait d'adapter les exercices à la progression de l'élève, à ses difficultés ou au contraire à la vitesse de progression de l'élève, pour faire en sorte que justement il soit persévérant et qu'il n'abandonne pas, qu'il n'ait pas l'impression que l'exercice est trop facile ou au contraire trop difficile et qu'il n'y arrivera pas. Donc il fallait pour ça capter des données et c'était vraiment un challenge. Il a essayé de le faire en captant des données physiologiques. C'était compliqué, c'est sans doute faisable, mais c'était compliqué justement en contexte écologique. On est aussi dans des méthodes qui sont quantitatives, c'était le cas de ce projet-là, il a fait beaucoup de recueils de données qu'il a analysés, mais aussi dans des méthodes qualitatives. C'est plutôt ce que je vais faire avec mon équipe, on est plus dans de l'observation de ce qui se passe dans la classe, des interactions entre les élèves, des interactions des élèves avec l'enseignant, etc. Et donc pour ça, on va observer ou on va faire des entretiens semi-directifs ou des focus group, donc on est plus sur des démarches qualitatives et donc nécessairement interdisciplinaires. Troisième point, du point de vue des perspectives, cet objet robot nous conduit à revoir les espaces d'apprentissage et à intégrer des dimensions inclusives. Donc je vais essayer d'accélérer. Dimension inclusive, c'est par exemple comment est-ce qu'on amène les filles à s'intéresser à la robotique. Et là, je dois avouer que c'est pas du tout gagné. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'entendais une présentation d'une thèse, c'était en didactique des mathématiques, et elle avait observé une séance avec le robot, et elle disait
qu'en maternelle, les filles déjà se mettent en retrait par rapport aux garçons, laissent la main aux garçons pour piloter le robot. Et donc, on se disait qu'il y avait vraiment du gros travail du côté de l'éducation des filles, sachant que, par exemple, la spécialité numérique au lycée, comme vous le savez sans doute, hein, elle est très, très majoritairement choisie par des garçons. Ce qui veut dire qu'ensuite, pour les études, ça sera difficile pour les filles d'aller dans cette voie-là. Donc, je pense que là, on a un gros travail à faire et une grosse responsabilité du côté des enseignants. Alors, inclusion des filles, mais aussi inclusion de toutes les problématiques de 10, lexie, praxie, etc., voire de handicap. Et une des perspectives, c'est de s'appuyer sur les compétitions robotiques. Je présenterai à la fin la RoboCup, qui a lieu à Bordeaux, qui sont un moyen d'engager les élèves, tous les élèves, et de mobiliser des compétences qui sont diverses, y compris des compétences artistiques, etc. Donc, pour essayer d'accélérer, une troisième dimension, c'est comment est-ce qu'on utilise les robots pour permettre aux élèves de continuer à apprendre quand ils sont dans des situations difficiles. Et là, l'illustration, c'est le projet mené par le ministère de l'Éducation nationale, TEDdy, qui consiste à mettre des robots de téléprésence dans les classes pour permettre aux élèves malades ou blessés ou empêchés d'une façon ou d'une autre, soit à la maison, soit à l'hôpital, de rester avec leurs camarades dans la classe. Je ne reviendrai pas là-dessus si ça vous intéresse. Je participe à un projet spécifiquement là-dessus qui s'intitule Téléscole, qui est piloté par l'UPPA, le laboratoire en informatique de l'UPPA. Un projet très intéressant qui suit la mise en place de ces robots de téléprésence dans les classes et dans lequel on voit finalement que ce n'est pas si simple que ça. Si vous voulez des détails, par exemple, le petit robot Buddy, qui paraît mignon et très accessible aux plus jeunes, en réalité pose des problèmes divers. Alors ces robots de téléprésence, ils permettent la présence à distance. On les utilise, on les a expérimentés, on a fait des recherches en contexte universitaire. Là, vous voyez une de nos étudiantes qui communique avec un de nos étudiants qui est en Italie. Et pour ces étudiants-là, ça marche extrêmement bien, cette téléprésence, parce que le fait que le robot se déplace dans l'espace de la classe ou du cours rend sa présence sociale extrêmement réaliste et donc vraiment engage tout le groupe dans des échanges. Donc pour ça, ça marche bien. Pour les élèves qui sont malades, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on peut dire très très rapidement pour résumer, c'est que les robots de téléprésence sont efficaces pour permettre de restaurer ce lien social qui est parfois coupé pour des enfants qui sont malades depuis longtemps. Mais par contre, pour les apprentissages, c'est moins évident, c'est plutôt difficile. Donc le premier objectif, ça sera d'utiliser le robot pour redonner le moral d'abord à l'élève et lui permettre de retrouver le groupe dans lequel il était. Ouais. Je conclus. Donc perspective pour l'éducation, c'est l'adaptation de l'accompagnement, puisque tous ces objets, qu'ils soient objets d'apprentissage ou objets pour apprendre, nécessitent un accompagnement très fort, et puis améliorer l'environnement personnel d'apprentissage. Pour terminer, il y avait une autre partie, je n'aurai pas le temps de la développer. Comment est-ce qu'on utilise le robot pour apprendre des choses, par exemple pour apprendre les langues. Et vous avez aussi l'exemple de Jérôme Dinet qui travaille avec les robots pour permettre à des enfants autistes d'apprendre en partant de l'hypothèse que le comportement du robot étant prévisible, pour l'enfant autiste, les apprentissages seront peut-être facilités. Pour ça, il travaille avec le Japon et c'est sans doute une piste intéressante. Nous, on a été sollicités pour travailler sur l'apprentissage des langues. Je conclus vraiment. La RoboCup, ça a lieu à Bordeaux au mois de juillet, du 4 au 10 juillet. Donc c'est une grosse compétition robotique qui engage notamment beaucoup de classes et qui permet de voir ce que donne le travail avec les robots à l'école. Merci beaucoup.
Donc on aura le temps d'échange à la fin, si on va écouter l'autre présentation. Donc cette fois-ci, Eric. Donc Eric Casté vient de l'université d'Aix-Marseille et va nous parler de pourquoi et comment la réalité virtuelle peut-elle aider les personnes malvoyantes. Hop. Ah ben il faut de toute façon. Il faut de toute façon. T'as pas le choix. Je suis là. Ok. J'ai un adaptateur ici. Je vais le mettre, je peux le garder ici ou? Comme vous voulez. Si Ouais, mais je peux le garder ici. vous pouvez le mettre là, peut-être que ce sera plus confortable pour vous. Pour la captation, ce sera mieux. Ah, ok. Vous voyez, D'accord. vous n'aurez pas l'écran. Je le pose dessus comme ça. Tout à l'heure. C'est connecté. Et là, il y a un. Voilà. Ok, normalement, il a connecté. Voilà, vous êtes à l'écran. Merci beaucoup. Merci Véronique. Donc merci Célestin pour toute ton énergie. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Ariane aussi pour la logistique, c'est important la logistique là depuis 2 jours. Donc le titre de cet exposé résume assez bien ce que je veux vous dire. J'ai vraiment essayé de faire un exposé pour le Carnot Cognition. Donc pourquoi et comment la réalité virtuelle peut-elle aider les personnes malvoyantes? C'est une question pas si évidente que ça. Donc vous verrez que je vais aussi vous parler d'un développement informatique. Je pense que ça fait partie de la science, se donner des moyens pour répondre à certaines questions. Et vous verrez que les moyens à développer pour la réalité virtuelle ne sont pas si simples que ça. Donc on travaille vraiment main dans la main avec Pierre Kornbrobs qui est à l'INRIA à Sofia. C'est des jeunes informaticiens avec des femmes. Une jeune femme aussi qui fait les expériences cliniques sur les malvoyants. Et je vous parlerai donc de PTVR, j'en ai parlé toute la journée hier en faisant des démos, qui veut dire Perception Toolbox, pas Psychophysics, Perception Toolbox for Virtual Reality Experiment. C'est vraiment pour faire des expériences, il y a tout ce qu'il faut pour faire des expériences. Et je vais essayer de mêler un petit peu rapidement un travail qu'on mène depuis une quinzaine d'années sur la malvoyance, et le mêler avec pourquoi j'ai été amené à vouloir développer et à développer ce programme. Donc ça, c'est un petit clin d'œil, c'est notre logo, une libellule, je peux vous dire pourquoi plus tard. C'est une espèce qui est en voie de disparition et qui en avait des millions quand j'étais enfant, et Pierre m'a dit la même chose. Alors du coup, pour vous donner un petit take-home message, mais à l'avance, avec des images, en fait, en gros, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des aspects qui concernent la réalité virtuelle pour la malvoyance qui sont évidents. C'est-à-dire, la plupart des malvoyances, même si elles sont de type très différent, la plupart de ces personnes ont besoin d'agrandissement. D'agrandissement, donc plutôt au sens de zooming. Enhancement, en anglais, ça veut dire à la fois du zooming, mais ça peut vouloir dire tout ce qui est image processing, des traitements d'images pour, je sais pas, faire augmenter le contraste effectif, des choses comme ça. Donc en fait, ici, c'est une évidence que l'agrandissement, le enhancement, déjà l'agrandissement, ça va être évidemment une immense aide pour les personnes malvoyantes, sauf qu'il va falloir penser à une interface, comme qu'est-ce qu'on leur met, est-ce que c'est un outil d'aide, de réadaptation, un outil de leisure, plaisir, je ne sais pas comment on dit en français, de loisir, il y a vraiment plein d'idées. Et pour donner une image que je donne souvent, mais là c'est vraiment idéal, j'ai trop envie de le redire, c'est que même si vous êtes assis dans vos toilettes, avec des murs ici, ça les miennes sont comme ça, eh bien vous avez en fait la possibilité de présenter ce que vous donne par exemple cet immense écran-là, mais on ne peut pas avoir dans ces toilettes un immense écran comme ça. Et comme avec la rétine, on parle en taille angulaire, en gros, on ne peut pas avoir d'immenses niveaux d'agrandissement en angle, en degré d'angle visuel, alors qu'avec la réalité virtuelle, vous pouvez faire cette présentation vraiment en stimulation sur la rétine très facilement avec des équipements très cheap, bon marché. Voilà. Donc en fait, nous, on travaille sur une malvoyance qui concerne plutôt, pas ce jeune homme, enfin malheureusement il y en a, mais plutôt des gens âgés, c'est la DMLA, je vais en parler. L'autre aspect qui est fantastique pour la réalité virtuelle et qui correspond à ce que je veux faire depuis longtemps, c'est tout ce que ça permet en termes d'interactivité. C'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on fait, et il y a plein d'idées, c'est d'utiliser, par exemple, la capacité d'interagir avec le monde, avec un pointeur de hand controller, je ne sais pas comment dire, une manette de la main, avec la tête, avec les yeux, et on va pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire dans le monde réel, ni très facilement avec un écran 2D où
on a tous l'habitude de faire la souris, mais bon, là, on peut vraiment interagir avec un monde virtuel. Et interagir avec le monde virtuel, c'est bien pour faire des interfaces, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de savoir si ces personnes, une fois qu'on va les mettre dans un système type réalité virtuelle, est-ce qu'elles vont se débrouiller pour savoir aller pointer des menus et des items dans des menus. Donc on a un point très important à étudier, qu'on étudie sur la capacité de pointer. Donc pointing, ça revient très très souvent. Et je voulais dire autre chose, mais enfin voilà, pointage et cette interactivité qu'on va travailler beaucoup. Donc comme je le disais, pour tester cette interactivité, ce pointage, on voulait passer par la VR parce que ça semble, c'est d'une puissance incroyable pour faire ces exemples. Mais encore faut-il. Donc on a créé un site qui va soutenir, expliquer, enseigner comment utiliser notre logiciel. Donc j'en parlerai un petit peu et je vais mélanger un petit peu ces deux points de vue. Donc en gros, alors bien sûr j'ai trop de choses à dire, mais pourtant j'ai essayé de les faire tenir là-dedans. En gros, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que la malvoyance, low vision, des scotomes, et est-ce que ça implique un peu comme problème théorique, puisque je suis on va dire aujourd'hui, on dirait plutôt que je fais des neurosciences visuelles, quoi. Bon, donc je suis psychophysicien, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc après, je vais vous parler de vision augmentée. Enfin, si Jean-Laurent sait ce que c'est, puisqu'il m'a formé, mais il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est que la psychophysique. Donc la vision augmentée, au sens justement où je disais comme un peu enhancement, augmentée au sens où on peut faire des tas de choses qui concernent le traitement ou et c'est vraiment pas du tout forcé pour rentrer dans cet axe, quoi. Et c'est quelque chose que j'avais commencé à faire il y a des années, et j'essaierai de vous parler vite fait de preuves de concept qu'on avait fait expérimentalement avec un système pour les malvoyants. On a beaucoup travaillé, oui, je leur dirais, sur la lecture, en fait, parce que c'est une fonction qui est très, très altérée chez ces malvoyants qui ont la DMLA. Je vous montrerai comment la réalité virtuelle est vraiment dans la continuité de ce vœu, cette envie qu'on avait de faire un système augmenté. Et on va donc aller plus loin, puisque ce qu'on voudrait, puisque quand on est psychophysicien, c'est pas sexy, quoi, c'est boring. Personne ne s'intéresse, les étudiants ne veulent pas venir faire de la psychophysique, souvent. Surtout de nos jours, il y a des tas de choses excitantes et tout, parce qu'on mesure des choses, des seuils, des trucs, c'est très... Alors bon, on a eu du mal, moi j'ai eu du mal psychologiquement à me dire, je vais utiliser mes compétences, mais cette fois-ci pour que la réalité virtuelle soit aussi un outil de plaisir. Parce qu'en fait, dans cet environnement virtuel, on peut leur proposer, par exemple, des textes, on peut les aider à lire, mais pas seulement les aider en augmentant un petit peu les low-level visual processes, des processus de bas niveau. On va leur fournir, on va essayer, un environnement qui soit plaisant. Un plaisir, quoi, comme quand on regarderait la télé, ben là ils auraient une sorte de télé, mais il faut que ce soit adapté à leur handicap. Et il y a, après, ce que j'essaierai de faire, un petit peu ce que je faisais plus tôt hier, c'est de vous montrer pourquoi le logiciel qu'on a développé pour faire ces expériences, qui sont en cours, peut en fait être utilisé, on pense, par beaucoup de chercheurs, et même, je ne le dis pas ici, mais je le dirai plus loin, pour l'éducation. Parce que autant je crois aussi beaucoup dans les robots, mais je pense que la réalité virtuelle peut être un fantastique, je suppose que c'est une banalité pour certains d'entre vous, mais moi je l'ai découvert, outil de pédagogie. On peut apprendre et comprendre plein de choses avec. Alors la malvoyance, j'aurais dû regarder, la malvoyance, ça n'est pas la non-voyance. Ça je tiens à le dire parce que souvent il y a un malentendu qui n'est levé que tard dans le talk, donc ils ne sont pas aveugles les malvoyants. En français, donc on dit malvoyance ou déficience visuelle. Alors, la malvoyance qui concerne plus d'1 million de personnes en France, et vous avez plein de jeunes qui ne savent même pas, plus d'1 million, c'est quand même beaucoup, donc des gens plutôt âgés, en fait, ils ont ce qui s'appelle une perte dans le champ visuel central, donc forcément, à chaque fois que je bouge mes yeux, que je veux regarder avec ma vision fovéale, j'ai une tache, un scotome en face de moi. Donc, je perds en fait toutes les capacités de ma fovea et de ma macula, où là, il y a la vision des détails, haute résolution spatiale. Donc, ils vont être obligés, ces patients, de développer ce qu'on appelle une vision excentrée. Donc là, par exemple, on pourrait dire que ce sujet-là est en train d'essayer d'identifier le visage de cette jeune femme ici. Donc, il y aurait, on dirait, une attention, une vision portée au-dessus du scotome, au-dessus dans le champ visuel. Là. Donc, voilà. Donc, quand on en lit un mot, le patient va devoir mettre son scotome en dessous du mot. Donc, ça concerne vraiment leurs troubles, affecte leur capacité de programmation oculomotrice, entre autres, elle-même combinée avec ce qui est l'attention spatiale sélective, c'est comment je porte un énorme champ en neurosciences visuelles avec des milliers d'articles. Bon, ok, je passe. Quand on mesure
pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, on mesure fonctionnellement, enfin on fait un champ périmétrique de la rétine de ces patients. Donc là, juste pour dire vite, en gros, toute cette zone-là est aveugle. Le patient a utilisé cette partie de la rétine ici, avec une croix, pour fixer. Et on dirait ici qu'il y a eu, pour la fixation, l'utilisation d'une position rétinienne préférée. C'est un gros sujet d'étude aussi. Bon. Mais l'important à voir, même sur cette rétine, on ne voit pas toute la rétine, c'est qu'en fait, avec ce scotome, les patients conservent physiologiquement une immense zone, on va parler de vision résiduelle, et tout l'enjeu est de permettre à ces patients de réapprendre à mieux ou à réutiliser toute cette immense partie de leur vision périphérique, qui elle, est fonctionnelle. Donc leur problème majeur, c'est la lecture de texte et la reconnaissance des visages, parce qu'ils ont perdu donc la vision maculaire, et c'est important même lorsqu'on a grandi. Donc il faut faire un peu plus qu'agrandir pour les aider, justement, c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Donc depuis une quinzaine d'années, nous avons fait une série d'études qu'on peut appeler une psychophysique de la lecture chez les malvoyants, c'est-à-dire essayer d'un peu caractériser mieux quels sont exactement les problèmes. Ce n'est pas seulement une perte de la résolution spatiale, bon je passe. Donc j'en profite souvent pour remercier les patients. On a été, je pense, certains vont dire que je suis prétentieux, mais je trouve non. On a été avec Aurélie Calabrese parmi les premiers à faire des mesures vraiment précises des mouvements oculaires de ces patients-là pendant la lecture, avec des mesures et des statistiques précises, et avec des résultats donc, qui nous ont semblé vraiment très importants. Moi, je ne vais pas en parler. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire de mesurer les mouvements oculaires de gens qui ont perdu en fait la vision maculaire, parce qu'il faut calibrer l'eye tracker. Et donc voilà. Donc en gros, pendant ces travaux, on était plutôt dans des recherches translationnelles pour essayer de comprendre mieux quelles étaient les fonctions affectées et un peu essayer quand même de développer des voies pour les aider, notamment par des protocoles de réadaptation innovateurs et des visual aids, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je vais vous montrer, ça ira mieux en image. Les plus connus sont donc des loupes, donc des systèmes optiques, des sortes de petits systèmes numériques. Alors en bas, il y a ce qu'ils appellent les CCTV en anglais, donc nous on dit téléagrandisseur, je crois, ou rétroprojecteur. Donc c'est quand même vendu ces trucs-là genre à 3 000 €. Donc pour des chercheurs qui savent un peu programmer, on trouve ça un petit peu scandaleux. Mais en tout cas, les CCTV, donc vous avez votre livre, votre journal ici, ça bouge, donc il faut apprendre une sorte de coordination entre un mouvement ici, quelque chose qui se passe ici. Et au moment où on fait le zooming, ça c'est, si par exemple votre attention, vous voulez lire le mot virtuel, au moment où je vais appuyer sur la commande de zooming, non seulement le mot virtuel, il va se barrer plus loin, ailleurs, donc en termes de coordonnées allocentriques, c'est un peu un problème, et en plus souvent il va sortir du champ. Enfin, voilà. Donc beaucoup de problèmes avec le zoom, on va dire classique, passif. Donc à l'époque, ce système de vision augmentée, alors je crois, j'ai un petit film, mais pour aller plus vite, je vais vous le montrer directement là, non, là. Donc je peux vous le lancer, mais je voudrais surtout vous montrer que, c'est en bas, ce mot gouvernement que vous voyez, en fait, là c'est un zoom nous on appelle intelligent. Alors là, à l'époque, il a fallu faire beaucoup de programmation. Donc en temps réel, là il y a un scotome simulé en temps réel, ça c'était notre spécialité aussi. Et pendant que le sujet lit par un système d'asservissement qui à l'époque était au regard, et on pense aujourd'hui que l'asservissement, ça serait beaucoup plus simple et efficace avec la tête. Et la réalité virtuelle nous permet justement d'utiliser cet asservissement à la tête. Donc quand je bouge, je vous montrerai peut-être si j'ai le temps, un réticule qui bouge en même temps, et je fais donc c'est head contingent. Et là, ça ne l'était pas, mais le principe, juste pour vous dire, c'est que donc là, vous voyez quand le sujet a appuyé, il a vraiment la possibilité d'augmenter spécifiquement un mot, ce qui demande une sorte de segmentation intelligente. Donc ça, c'est plus un problème du côté informatique. Et du point de vue fonctionnel, le sujet va pouvoir explorer, alors vous allez le voir vite fait, ça va vite, c'est un sujet normal avec un scotome simulé. Bon, j'ai enlevé le son, mais vous voyez qu'à certains moments, il lit le texte, donc il a une vision globale un petit peu des lignes, donc on veut garder la vision globale, et à d'autres moments, il appuie et il a un zoom intelligent, smart. Voilà, donc j'essaye de ne pas passer trop de temps là-dessus. Je reviens. Pardon. Toc. Donc en gros, dans ces expériences qu'on a, enfin ces travaux qu'on a fait, en gros, on a eu des résultats encourageants en tant que preuve de concept, à la fois pour de la lecture, comme je viens de vous montrer. On l'a fait aussi avec des tâches d'identification de visage, je crois plutôt d'appareillement de visage, mais bon, qui a de l'identification de visage, et avec des patients, pas avec des scotomes simulés. Donc c'est vrai que depuis de ces années-là, j'ai vraiment essayé
de me dire, enfin pas de me dire, j'ai essayé de faire des travaux avant 15 minutes. C'est ça, ok. Donc, c'était ça le projet, réalité virtuelle. Donc, j'aurais pu faire, et c'est pas du tout... je l'aurais fait quand j'étais plus jeune, et là, comme j'étais un peu plus vieux, je me suis dit, je vais essayer d'être un petit peu, voir un peu plus loin. J'aurais pu faire un système de réalité virtuelle avec j'ai de l'argent, hop, alors soit, je suis désolé, je fais cette petite... Je me fais peut-être pas des amis, mais c'est pour rire un peu. Il y a des chercheurs, ils n'ont pas d'autres moyens, ils disent à un étudiant en thèse, tiens, allez, vas-y, tu vas aller programmer en Unity la manip. Et puis c'est vrai que des fois, on revient au bout d'un an et demi, et bon... Voilà, il y a peut-être un début d'expérimentation. Donc on s'était dit, ça serait bien de faire un système qui puisse servir à plein d'autres gens et qu'il n'y ait pas des étudiants de thèse qui soient obligés d'apprendre à programmer, enfin voilà, tout ça. Donc on a essayé de se dire, on va faire un logiciel open source qui permettra de faire des expériences en réalité virtuelle. Et donc hier, j'ai essayé de convaincre un certain nombre de gens que ça valait le coup de l'essayer. On veut faire ça aussi pour être dans un cadre open science, c'est-à-dire que on pense vraiment que le script, c'est un concept essentiel pour lutter contre la crise de la reproductibilité des résultats scientifiques, parce qu'un script, ça peut se regarder avec un collègue, il y a tout, ça peut se regarder avec un informaticien, ça peut se regarder avec un partenaire, on lui dit tiens, et lui va dire tiens, je voudrais rajouter, ou qu'est-ce que fait exactement cette fonction ? Regarde, tu regardes le code, hein, c'est tout là. Alors c'est basé sur Unity, PTVR, mais du coup, toutes les fonctionnalités que nous, on a dans un script, elles sont explicites. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et je n'aurai pas le temps de tout présenter, mais dans ce système, je vais vous présenter un petit peu de résultats juste pour les voir. Et on travaille actuellement sur cette capacité de pointer. Parce qu'on n'a aucune donnée sur les capacités de pointage qui sont pourtant essentielles, puisque c'est ce que nous, on fait tous les jours, toutes les minutes. Avec notre souris, on clique, mais on a une résolution spatiale. On va voir sur un tout petit menu, on amène la souris, poum, on clique. Enfin, voilà. Et il y a une interactivité au sens où, souvent, quand notre souris, elle arrive, le petit menu ou l'item, hop, il s'est surligné, il change de couleur, il devient un peu plus gros. On trouve ça naturel, c'est magique, mais nous, on veut, grâce à ce système de pointage dans la réalité virtuelle, voir ce que ça donne avec les patients, en fait. Donc ça, je l'ai un peu dit. Voilà. Donc l'idée, vous l'avez compris, pardon ? Ouais. Donc on a fait un site, un logiciel qui a une immense documentation pour aider les utilisateurs. Vous pouvez le télécharger facilement parce qu'on a un système de Git, ce qui permet d'avoir toutes les versions. On est en train d'étudier scientifiquement cette capacité de pointer. Je voulais un petit peu vous expliquer ce que c'est, mais je vous l'ai montré avec les mains. C'est un système d'asservissement. Il y a un enhancement, une augmentation visuelle, donc un feedback visuel au moment où la sélection est faite, c'est ce qu'on veut. Je voulais vous montrer un petit film, si j'ai pas le temps. Dans ce logiciel, on utilise des espaces de coordonnées, mais avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire, quand vous programmez, vous simulez, vous dites vraiment, je voudrais que ce soit à 10 degrés d'excentricité, et ça peut être n'importe où dans le monde 3D. Donc vous n'avez même pas besoin de savoir ce que c'est qu'un sinus et un cosinus. Puisque nous, avec Jean, pendant moi en tout cas, je me suis battu avec des sinus-cosinus dès que je voulais mettre un stimulus là ou là. Voilà, là c'est tout fait avec juste un système de coordonnées. Voilà, donc ça c'était pour vous dire qu'en gros, là on mesure des temps de réaction. On essaye de caractériser des anisotropies qu'on va mettre en relation avec les mesures qu'on fait sur leur rétine pour savoir comment les réadapter. Donc on veut la géométrie 2D sur leur rétine. On est en train de commencer un work package pour faire des jeux sérieux, c'est-à-dire que là, on fait de la psychophysique pas sexy avec des tâches de pointage, mais on veut qu'après, ce soit des jeux, c'est-à-dire les patients, si ça les amuse, mais il faut qu'on rende ça amusant, donc il y aura des jeux dans des environnements réalistes, et pour faire ce jeu, il faudra aller cliquer, chercher des choses voilà. Donc si vous voulez le découvrir PTVR, comme nous, moi j'ai appris PsychoPy avec les démos. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Hier, j'ai montré quelques démos. Il y a plein d'objets spéciaux dans PTVR qui facilitent la tâche des chercheurs, vraiment. Il y a celle-ci qui est quand même rigolote. Je vous la montre. En même pas 15 lignes de code, on fait un système où quand vous bougez en 3D, vous avez plein d'yeux qui vous regardent en temps réel. Ça, c'est pour mettre en évidence cette fonction d'interactivité. On est basé sur Unity, donc c'est puissant. Et voilà. Ça va à peu près quand même le timing. Donc en fait, là, comme vous le savez peut-être, apprendre Unity, c'est extrêmement long.
Même les ingénieurs vous le diront. Les ingénieurs disent que même eux qui savent programmer, ça leur prend quand même du temps quand le chercheur arrive à dire je voudrais faire ci, faire ça. Là, c'est censé être vraiment beaucoup plus rapide et facile. On pense que ça peut être utilisé vraiment très largement, pas seulement pour faire de la psychophysique visuelle. Et je le dis aussi, on pense vraiment que ça peut être un outil pédagogique très très large. On peut apprendre plein de choses dès qu'on a un petit environnement 3D où on peut manipuler. Et même un enseignant pourrait apprendre à le faire puisqu'il suffit d'écrire un petit script Python. S'il y a des industriels, c'était pour leur dire, vous pouvez encore venir me voir. Et voilà, pour finir avec un message d'espoir, ce qu'on espère arriver à faire, nous, dans nos manips à nous, c'est donner cet effet waouh que cette dame a apparemment en découvrant la réalité virtuelle. Une autre dame, et vous voyez, même quand le dispositif à l'époque, c'était un casque en carton avec un petit téléphone portable. Voilà, merci aux collègues et à vous. Très bien, merci beaucoup Eric. Alors on est désolé d'être obligé de vous couper, mais il y a un timing serré. On a déjà en plus commencé en retard. Donc pour la dernière présentation, après on échangera, on prendra un petit peu de temps quand même pour échanger. Donc l'équipe de Poitiers, Marine Desvern, donc il va nous parler du projet Interops, évaluation des modalités d'interaction avec un robot industriel en réalité virtuelle. Donc on va retrouver les deux technologies qui ont été présentées précédemment dans un milieu industriel, c'est ça. 15 minutes. J'ai lancé le chrono, je suis en place, on va essayer de respecter tout ça. Ouais, c'est la 3. Parfait. Merci. Bien bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier l'organisation du Carnot Cognition qui me laisse l'opportunité aujourd'hui de présenter les travaux que je réalise dans le cadre de ma thèse, qui est sous la direction de Ludovic Lebigot et Nicolas Louveton. Je vais donc vous parler du projet Interops, qui signifie interaction robotique pour les opérateurs et la supervision. C'est un projet qu'on réalise en collaboration avec l'Institut Péprime et le CERCA à Poitiers. Et le but, comme indiqué sur cette magnifique diapo, est d'évaluer les modalités d'interaction avec un robot industriel en réalité virtuelle. On se situe donc dans le cadre de l'industrie 4.0 qui consiste en fait à transformer les usines actuelles grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Donc pour ça, on va avoir l'utilisation de jumeaux numériques ou de robots qui sont de plus en plus performants et avec lesquels les humains vont devoir interagir dans le cadre du travail. On va donc avoir deux aspects en fait sur ce projet, un aspect un peu technique parce qu'on va devoir définir un cas d'usage précis. Il existe beaucoup de types de robots et beaucoup de moyens d'interaction avec eux, mais aussi un côté humain parce que forcément ce qui nous intéresse c'est de voir comment l'humain réagit avec ces interactions et comment on peut les optimiser. Donc pour le côté un peu technique, je vais vous parler du cas d'usage qu'on a choisi. Nous, on souhaite étudier la téléopération d'un robot esclave de l'humain en réalité virtuelle à l'aide d'une commande haptique. Alors la téléopération, en fait, ça consiste à contrôler un robot qui est distant par rapport à moi. Et on a trois types de téléopération qui existent selon Sheridan. Le contrôle direct, le contrôle partagé et le contrôle supervisé. Nous, on a choisi du contrôle direct, ça veut dire que vraiment, le robot n'a aucune autonomie. Il va vraiment faire tout ce que l'humain lui indique sans prendre de décision, sans pallier au moindre problème. Aussi, on a choisi d'utiliser donc de la réalité virtuelle et des commandes haptiques parce que ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser le transfert d'informations. Et par contre, notre challenge côté humain, ça va être de minimiser la charge cognitive et sensorimotrice. Donc, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que notre charge cognitive ou charge mentale. C'est un concept en fait multidimensionnel qui est caractérisé par le rapport entre les exigences de la tâche et les ressources limitées de l'opérateur en matière de traitement de l'information. Donc, c'est modélisé par Wickens avec le modèle en bas à gauche de cette diapo qui est un gros cube qui peut être un peu difficile à lire, mais l'idée en fait c'est que vous allez avoir plusieurs canaux de perception qui vont être traités au niveau cognitif et qui vont permettre de fournir plusieurs modalités de réponse, qu'elles soient manuelles, spatiales, vocales, verbales, en fonction des sens qu'on a. La charge mentale, ce qu'on sait, c'est qu'elle va impacter aussi la performance de l'individu. Donc, pour être optimale, elle doit permettre... ce qu'on veut, c'est qu'elle soit optimale pour avoir la meilleure performance. Ce qui signifie, en fait, qu'elle ne doit pas être trop élevée. C'est ce qui est montré sur le schéma à droite de cette diapo. Donc, elle ne doit pas être trop élevée, sinon la courbe qui est en cloche, qui correspond à la
performance va diminuer, elle ne doit pas être trop basse non plus parce que sinon on va avoir un désengagement de la part des êtres humains qui réalisent la tâche et la performance optimale ne sera donc toujours pas atteinte. Cependant, cette vision de la charge mentale, c'est quelque chose qui est assez micro. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une vision un peu plus macro en étudiant la charge mentale de manière un peu plus vaste, c'est-à-dire en prenant en compte le contexte dans lequel se déroule la tâche. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on a Longo et collaborateurs qui ont sorti un article récemment qui préconise en fait d'utiliser ce cadre un peu plus macro pour étudier la charge mentale, pour avoir des données un peu plus robustes. Donc, ils préconisent donc d'utiliser un environnement un peu plus écologique, de faire appel à des mesures de type physiologique, des mesures environnementales aussi, en faisant varier les conditions dans lesquelles on réalise les tâches, des mesures de performance, et des mesures auto-rapportées qui vont être récupérées tout au cours du temps. Voilà, pour voir en fait comment les traitements cognitifs se mettent en œuvre sur la tâche. Voilà, donc ça c'était un peu notre cadre conceptuel et théorique. Une fois qu'on a eu cela, on s'est dit, bon bah, très bien, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est concevoir un scénario, concevoir une tâche. Et pour cela, on a choisi de se situer donc, dans quelque chose qui ressemble à de l'industrie et qui ressemble à une tâche de maintenance, et donc de proposer une tâche qui se veut quand même assez simple sur le principe, mais qui, réalisée avec un robot en réalité virtuelle, avec des commandes haptiques, peut devenir assez compliquée. Cette tâche, elle comprenait 4 étapes. On avait une petite armoire où il fallait ouvrir l'accès à des pièces. On devait vérifier l'état de ces pièces, choisir du coup si on les remplaçait ou pas en fonction d'une règle, et fermer l'accès. Cette règle était simple. Sur les pièces qu'on va vous montrer un peu plus tard, vous aviez des petites pastilles de couleur. Quand la pastille était verte, il fallait réinsérer la pièce, donc le vert égale le vert. Quand la pastille était jaune-orange, il fallait remplacer par une pièce bleue, et quand elle était rouge, il fallait remplacer par une pièce violette. Jusqu'ici, rien de très compliqué, mais on va voir que c'est une tâche qui va solliciter les individus à la fois sur le plan cognitif et du coup aussi sur le plan sensorimoteur. Et pour faire cela, avant de lancer nos expérimentations et de voir si notre tâche correspondait bien à nos attentes, on a voulu faire une évaluation a priori de la charge mentale, et on a donc utilisé une méthode particulière qui est l'analyse cognitive de la tâche avec classification de la charge mentale, qui a été proposée par Nisoli et qui a l'intérêt de se baser sur 2 taxonomies, les taxonomies de Bloom et de Haro, qui permettent de classer en fait les processus cognitifs et moteurs en fonction de leur niveau de difficulté sur 6 paliers. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à cela. Donc là, c'est le moment où je fais monter un peu votre charge mentale pendant la présentation. Mais pas de panique, on ne va pas tout détailler. L'idée, en fait, c'est qu'on va avoir la sous-tâche qui va être détaillée, la tâche détaillée en sous-tâche, en sous-sous-tâche, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau un peu cognitif. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va permettre de, pour une même tâche, créer 2 niveaux de complexité. Donc, par exemple, si on zoome un petit peu sur cette partie de l'analyse, on voit en fait que dans la tâche, ce qu'on demande, c'est que lorsqu'ils doivent vérifier les pièces, on veut que les personnes suivent un ordre précis. On va avoir donc 2 types de complexité. Pour une version facile, on va proposer un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui va juste demander en fait de la détection des emplacements correspondants de la part des opérateurs. Et on va avoir une version plus compliquée où cette fois-ci on va être sur du code A1, B1, B2, C3, ce genre de choses. Et ça va demander au niveau cognitif de vérifier ou rappeler l'ordre des prises à contrôler, identifier le nom de chaque prise qui est présente dans l'armoire, et enfin identifier la prise en question, puis détecter l'emplacement qui correspond, ce qui déjà demande un peu plus de traitement cognitif. Voilà, donc une fois qu'on a eu cette analyse a priori et notre tâche, on s'est dit, bon, bah, maintenant c'est le temps de lancer nos expérimentations et de tester tout cela. On a donc testé le scénario en faisant en sorte de vérifier que la tâche génère effectivement de la charge mentale. Pour cela, on a fait appel à 32 participants, mais on a voulu vraiment tester le prototype de tâche. Donc il n'y avait pas de réalité virtuelle, pas de robot et une seule répétition de la tâche. On a fait varier un petit peu l'environnement en mettant 2 groupes, un groupe de personnes qui réalisaient sans pression temporelle et un groupe de personnes qui réalisaient la tâche avec pression temporelle, donc avec un tic-tac pendant tout le long de l'expérimentation, ce qui avait tendance à créer des comportements différents. Et au niveau des mesures, on est resté pour l'instant sur une mesure auto-rapportée avec l'utilisation du questionnaire NASA-TLX, qui est une référence dans l'évaluation subjective de la charge mentale, et des mesures de performance sur le temps, les répétitions de la tâche, les erreurs et les échecs. On s'est dit qu'on gardait le physiologique pour après si la tâche fonctionnait.
Au niveau des hypothèses, on s'attendait à ce que la pression temporelle ait un impact sur le niveau de charge mentale, de telle sorte que les personnes qui aient cette pression temporelle aient une charge mentale plus élevée. On s'attendait aussi à ce que les sous-tâches qu'on avait identifiées comme sollicitant plus de ressources cognitives allaient être plus longues à réaliser, et on pensait que donc la performance globale du groupe avec pression temporelle serait dégradée, avec un temps de réalisation plus long et des stratégies moins adaptées. Ce à quoi ça ressemblait, parce que bon, cette tâche elle est quand même un petit peu abstraite, c'est cela. Je vous ai mis une petite vidéo où vous voyez en fait on débranche les prises, on les réinsère, on vérifie. Alors je vais vous demander à couper le son parce que vous entendez que le tic-tac n'est pas très agréable. Hop, je me permets de le couper directement. Du coup j'ai coupé la vidéo. Alors on va voir, voilà. Bon bah tant pis, vous aurez le tic-tac, comme ça vous serez en immersion. L'idée en gros de cette vidéo c'est de voir aussi qu'il y avait un effort assez physique. On voit que les participants ont du mal à retirer les prises. Donc c'est quelque chose qu'on voulait retranscrire aussi une fois en réalité virtuelle. Bon voilà, il y a un effort physique et vous voyez aussi qu'il y a la personne qui prend le temps de vérifier sur les consignes. Donc il y a quand même une phase de réflexion, de prise de décision. Donc on était content d'observer ce genre de choses sur notre tâche. On s'est dit c'est chouette, ça marche. Donc bon, je passe un petit peu, mais l'idée est là. J'avais prévu des photos au cas où les vidéos ne fonctionnent pas. Au niveau des résultats, ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, on retrouvait de la charge mentale, alors un peu plus élevée pour le groupe sous pression temporelle, ce qui est assez cohérent, mais on n'avait pas un niveau très faible sur la tâche, alors qu'elle a été réalisée qu'une seule fois. Le temps de réalisation était aussi plus important pour les sous-tâches qui sont censées solliciter plus de ressources cognitives, et par contre, on avait un temps de réalisation qui était identique pour les deux groupes. Donc là, notre hypothèse n'était pas bonne. Par contre, on avait vu qu'en effet, sur la stratégie, ça variait, parce qu'on avait un nombre de répétitions des sous-tâches qui était beaucoup plus important pour le groupe sous pression temporelle. Donc, forcément, ça indique quelque chose sur la performance, c'est qu'elle n'est pas totalement optimale, parce que si je répète mes tâches, c'est que je ne me fais pas forcément confiance et que je ne suis pas sûre de ce que je fais. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Voilà. Suite à ça, on s'est dit, super, on a une tâche, mais elle ne dure pas très longtemps. Si on refaisait une expérimentation où on complexifie un peu cette tâche en allongeant sa durée et en vérifiant qu'elle génère toujours de la charge mentale. On est resté donc sur 36 participants. Cette fois-ci, on a intégré de la réalité virtuelle aussi pour voir ce que ça donnait. On n'avait toujours pas de robot, mais on répétait la tâche 10 fois. Pour nos variables, on faisait varier la complexité de la tâche avec une version facile et difficile, et on proposait toujours avec ou sans pression temporelle. Pour nos mesures, on restait sur du subjectif avec le NASA-TLX, de la performance, et on a rajouté des mesures physiologiques avec l'intégration de mesures oculométriques qui concernent donc la dilatation de la pupille et le taux de clignement des paupières, et aussi de la variation de la fréquence cardiaque. Comme ça, on a deux indicateurs physiologiques et on trouve ça un peu plus robuste pour se positionner vis-à-vis de la charge mentale. Au niveau des hypothèses, ce qu'on pense, c'est que ça va varier en fonction du niveau de complexité de la tâche. On pense aussi que le niveau de charge mentale va diminuer au cours du temps parce qu'on risque d'avoir un effet d'apprentissage sur la tâche, et on devrait avoir un effet d'interaction entre la complexité de la tâche et la pression temporelle sur comment ce niveau de charge mentale diminue au cours du temps, et aussi sur comment l'amélioration de la performance augmente. Forcément, les deux sont assez liés. Pour l'instant, du coup, avant de vous parler des résultats, quand même, petite démo de ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, c'est ce qu'on faisait tester hier sur le stand. On était donc avec des mains virtuelles, avec des petits gants, et vous avez ici la tâche en version difficile, c'est-à-dire avec, pour chaque prise, une pastille, pour chaque pastille, un petit calcul à effectuer qui nous donne un résultat, et en fonction du résultat, j'ai une règle de remplacement qui varie en fonction de si ma petite LED dans l'armoire est allumée ou éteinte. Donc déjà, là, voilà, on a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Je vois qu'il y a des sourcils qui se froncent. C'est bien, c'est que ma tâche génère de la charge mentale. C'est formidable. Donc, là encore, des petites photos au cas où les vidéos ne fonctionnent pas, mais c'est magnifique, ça fonctionne. Et plus de suspense, même s'il y en a encore un peu, on a des résultats préliminaires. On n'a pas tout qui est totalement traité, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement un degré de charge mentale qui varie en fonction du niveau de difficulté. Donc c'est assez chouette, c'est qu'on peut en effet manipuler ce niveau de difficulté, et ça correspond à ce à quoi on s'attend vis-à-vis de notre analyse qu'on a faite a priori. Donc maintenant, il faut qu'on traite la suite, en particulier nos indicateurs de performance et de physiologie. Mais comme on est un peu impatient, on a quand même lancé notre expérimentation, qui est notre troisième étude. Alors là, j'avais des petites vidéos qui ne marchent pas, donc hop, je remplace les photos. Voilà, je remplace pas les photos, je les remplace. J'ai tout fait bugger. Ça marche plus.
C'est bon, ça marche. Donc, cette troisième expé qu'on a lancée, qu'est-ce que c'est ? C'est enfin le cœur de notre recherche, c'est-à-dire utiliser un robot en réalité virtuelle et interagir avec. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tester différents types d'aides visuelles dans cette expérimentation. On l'a commencé à la faire tourner, elle n'est pas totalement terminée, et on est pour l'instant sur une centaine de participants. Et on intègre de la réalité virtuelle un robot, et cette fois-ci des aides visuelles. Ces aides visuelles qu'on a choisies, on a choisi 3 modalités d'aides visuelles. Les aides de type étiquette, donc vous voyez qu'en fait j'ai un petit encart qui est comme un supplément à ma consigne qui apparaît et qui me donne une information sur la tâche, le moment, la sous-tâche précise que je dois effectuer. On a sinon des mises en évidence qui là vont surtout guider l'attention de l'opérateur sur l'élément utile pour réaliser la sous-tâche. Et enfin, on a des aides de type assistance, où là, on va avoir un guidage attentionnel et aussi un guidage moteur, avec une flèche qui indique l'action à réaliser, en plus de pointer l'objet d'intérêt de la sous-tâche. Au niveau des mesures, on reste sur de la performance, du NASA TLX et de la physiologie, hein, on garde ce petit package, et on est donc dans une phase de suspense où on attend de récupérer nos résultats, enfin de traiter nos résultats d'étude 2 et de finir la récolte des données de l'étude 3. Mais on a quand même plein d'idées sur les perspectives à avoir, parce que c'est quand même un projet qui permet, en fait, grâce au développement de l'environnement virtuel, de tester plein de choses. Et puis on a envie de l'utiliser parce que ça nous a quand même pris 2 ans à développer. Comme disait mon collègue précédemment, c'est un petit peu long le développement sur Unity. Donc là, on aimerait l'utiliser encore plus longtemps. Et donc, au niveau des perspectives, ce qu'on aimerait faire ensuite, c'est tester des aides haptiques qui seraient l'équivalent de nos aides visuelles, c'est-à-dire avoir une aide haptique qui est un peu une étiquette, donc qui donne, on peut imaginer pour une vibration, une icône haptique qui donne une information précise, une aide haptique qui guide l'attention, avec peut-être quelque chose qui fait un effet d'aimant quand je me rapproche de l'objet du point d'intérêt, et enfin quelque chose qui soit un guidage attentionnel et moteur, en prévoyant par exemple des couloirs de force qui là aussi guident de manière un peu plus précise le geste réalisé par les participants. Bon, on reste sur nos mesures de la réalité virtuelle et des robots, ça c'est ce qu'on prévoit, mais on réduit un peu le nombre de participants. Parce que l'interface haptique qu'on utilise est quand même assez fragile et donc on aimerait bien la préserver sur le long terme. Et enfin, ce qu'on aimerait aussi faire, c'est partager notre matériel expérimental en open source. Donc il faut qu'on le retravaille parce que pour l'instant, il faut savoir le faire marcher pour que ça fonctionne. Si on le partage, on aimerait faire quelque chose d'un peu plus facile à utiliser et qui permette de réutiliser en fait le scénario conçu, le paramétrage des différentes conditions de réalisation et potentiellement les outils d'analyse de tâches et de mesure. Ça permettrait en plus de reproduire nos résultats. Donc voilà, on est en milieu de projet, mais on arrive avec plein d'idées derrière. Je vous remercie de votre attention et normalement on est sur les 15 minutes. On va profiter rapidement, on a pris du retard, d'échanger s'il y a des questions. Qui est un peu violente. Oui, j'avais une question, vous m'entendez ? Merci. Il est branché, oui. Le flash est violent. Si on peut faire éteindre le flash. Merci beaucoup pour les présentations. Du coup, je pose la question pour ne pas trop perdre de temps. C'était pour Anne, je crois, la première présentation. Vous avez parlé de téléprésence et du coup de le robot Buddy, ou je ne sais plus son nom. Et bon, c'est le temps qui est comme ça, donc on n'a pas beaucoup de temps de préciser, mais vous avez dit qu'il y avait eu des problèmes et je voulais savoir quel type de problème pour ce robot. Il marche ? Oui, pardon, excusez-moi. Les problèmes du petit robot là qu'on voyait, c'est qu'il était destiné plutôt aux petits et en fait il est beaucoup trop difficile à commander pour les petits, d'une part, et d'autre part, comme je vous le disais, l'intérêt du robot c'est ses déplacements dans l'espace entre les élèves, etc. Et du point de vue de la taille, il est trop petit pour être au niveau du visage des autres, ce qu'est le robot BIM qu'on a vu sur les autres images. Et du coup, si on le met sur une table, il ne se déplace plus. Donc il perd son intérêt. Donc pour cet usage-là, en réalité, il s'avère probablement assez difficile à utiliser. Après, il y a d'autres problèmes, à mon avis, qui sont
la dimension anthropomorphique, qui n'est pas forcément une aide aux apprentissages, puisqu'on se concentre, les élèves, les pairs hein, se concentrent plus sur la dimension mignon et anthropomorphe que sur le copain qui est dans sa chambre ou qui est loin. Donc voilà, il y a différents types de problèmes. Du coup, il me semble, enfin, à ma connaissance, relativement peu utilisé dans les classes aujourd'hui, alors qu'il a été acheté en grande quantité. Merci Mais beaucoup. Bonjour à tous, c'était pour Eric. En fait, j'ai deux questions. Une première qui est quand la personne commence à lire un texte avec cette réalité augmentée où il peut avoir un zoom intelligent, comment tu détermines finalement, ou comment il détermine, pourquoi est-ce que c'est pas systématique, c'est-à-dire il commence à lire et le zoom se met en marche automatiquement et en fait il persiste pendant tout le temps et il lise au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que tu gardes un contrôle à ce moment-là? Enfin, bien sûr, il faut un contrôle, mais ça m'intrigue le côté. Il y a des moments où ils ont besoin de voir l'ensemble et des moments où ils ont besoin de zoomer. Est-ce que quand ils lisent, il ne faut pas qu'ils zooment en permanence, un peu automatiquement, pour que ce soit pratique? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils ne sont pas malades en réalité virtuelle avec ce système? Allô? Là, vous m'entendez? Ah oui. Alors la première question, elle est très compliquée. D'une certaine façon, tu poses la question de qu'est-ce qu'une condition contrôle, enfin le choix d'une condition contrôle quand on veut tester un système qui fait quelque chose. Alors, j'ai pas eu le temps de le dire, et ça a été tellement complexe cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui montrent des effets, par exemple du grossissement, mais en fait ils n'ont pas de bonnes conditions de contrôle et les résultats sont en fait inutiles. Alors nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait partir d'un des outils qui est plus ou moins reconnu comme étant un peu le golden standard, c'est les rétroprojecteurs. Et on a simulé dans le... Alors attention, c'était pas dans un système de réalité virtuelle en 2017, c'était vraiment des preuves de concept faites sur un écran plat, avec un light tracker que j'ai montré avec la dame, là. Donc on avait un eye tracker très... Enfin, peu importe. Donc c'était fait en 2D. Et les conditions de contrôle, c'est qu'on a simulé sur cet écran une simulation rétroprojecteur qui était censée être notre condition de contrôle. C'est-à-dire si des gens faisaient mieux que ça, ou au moins aussi bien que ça, c'était déjà pas mal. Et le gros inconvénient du CCTV que j'ai essayé de vous simuler, c'est le fait quand les mots disparaissent ou quand ils se déplacent et ils disparaissent, on peut enlever ce problème-là en faisant un CCTV qui reformate. Bon, tout ça, alors déjà, là, c'est déjà un système qui devient complexe. Et lui, alors, il y avait une version à l'époque qui était vendue à plus de 3000 €. Bon. Et du coup, voilà, on a fait en fait 3 conditions. Et ce qu'on a montré à l'époque, et c'est pour ça que c'était encourageant, c'est que c'était, en fait, notre système était au moins aussi bien que le meilleur des CCTV qui était avec reformatting. Voilà. Donc, c'était pas mirobolant. Mais de toute façon, dans le handicap, c'est rare qu'on trouve quelque chose qui explose les... Voilà, donc c'est plus d'essayer de trouver des... Et pour ta deuxième question... Alors, ça, c'est donc un autre domaine. On a maintenant passé pas mal de... Je sais pas, peut-être une centaine de patients. Alors, nos patients, ils sont assis. Donc, le système PTVR fonctionne, même on pourrait aller se balader, tout ça, mais nous, ils sont assis, ça c'est presque une évidence. Actuellement, l'environnement est pauvre, à dessein. C'est-à-dire c'est de la psychophysique, il y a une cible, il y a un réticule qui bouge avec la tête. Donc il n'y a personne qui a rapporté aucun problème. S'il devait y avoir un problème, de toute façon, là on fait les choses quand même relativement bien, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent, mais il n'y a jamais personne. Alors il y a des gens qui s'arrêtent en disant je suis trop fatigué. Il y a des gens qui pleurent aussi, des malvoyants, dans les manips qu'on a faites avec la lecture, parce qu'ils sont en situation d'échec aussi, ils pleurent. Donc c'est pas drôle en fait comme truc. Mais ils sont pas malades. Alors pour être malade, il faudrait vraiment avoir, je suppose, d'après le peu que je sais, des mouvements du corps, des décalages spatio-temporels. Voilà. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Et la suite, ça sera simplement de mettre un environnement réaliste pour faire des serious games. Mais je pense que dans un premier temps, par exemple, tu serais assis ici, tu jouerais avec des choses qui sont... On a aussi une version où le gars est dans une... la dame, le gars est dans une calèche. Et en fait, cette calèche se déplace, mais donc la personne est assise.
et avec un petit jeune homme qui est là, enfin une jeune fille, là, qui balade la petite calèche, et du coup, ils se déplacent. Voilà, ça, c'est des prototypes qu'on a. Donc franchement, je pense que ça, c'est pas un problème potentiel. Ça serait bien qu'on ait trouvé quelque chose de... Alors, bon, moi j'aimerais bien, hein, enfin, je ne pense pas qu'on a fait un truc génial de ce point de vue-là, parce que, alors, pour essayer de répondre brièvement, il n'y a pas d'étude de ça, parce que c'est compliqué, ça voudrait dire que vous êtes en train de poser la question de est-ce qu'il y a eu des mesures avec des patients donc bien contrôlés en périphérie de l'utilisation d'une tâche de perception de mouvement, avec un pré-post, une étude pré-post. À ma connaissance, ça n'existe pas. Et dans notre cas, comme je disais, on est actuellement, et tout ce qu'on a fait en réalité virtuelle, c'est un environnement pauvre, et on ne peut pas dire qu'on fait un entraînement au traitement du mouvement en vision périphérique, puisque les seules choses qu'on fait, c'est il y a une cible qui est présentée, le fond est gris, donc il n'y a absolument pas de stimulation, ou quand on faisait de la lecture, bon, bah, le stimulus est statique sur l'écran, il n'y a pas un entraînement spécifique. Alors, ça serait intéressant de faire ce que vous dites, mais alors là, nous, on a et à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Alors, juste des dernières questions pour toi, Marine. Est-ce que justement la problématique de la cybermalaise, vous l'avez eue aussi dans la manip Hervé? Je réponds avec le micro. Non, on ne l'a pas eu du tout parce que même si les personnes sont debout, elles ne se déplacent pas en effet. Et il y a le taux de rafraîchissement aussi de l'image qui est donné à la personne qui est assez conséquent et qui fait que ça aide à maintenir quelque chose de bien. Et aussi, s'ils se déplaçaient, le peu qu'ils se déplaçaient, c'était eux-mêmes sur leur corps, en fait. Donc, il n'y a pas de déplacement qui n'est pas volontaire de la personne. Moi, les cybersignés que j'ai eu dans des experts avant, c'était souvent quand on faisait déplacer quelqu'un qui restait statique ou dans des téléportations où il y avait des changements d'image très brutaux. Donc, pour l'instant, pas de problème là-dessus. Alors, la toute dernière, hein, c'est parce que c'est toi. Oui, ben non, mais je peux attendre plus tard. Il y aura... En fait, c'était une remarque générale et une question. On est dans une situation très dynamique où on a à la fois un outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc, en gros, il y a deux processus d'apprentissage concurrents ou parallèles. Apprendre à maîtriser l'outil et, d'une certaine façon, apprendre une tâche avec l'outil nouveau qu'on est en train d'apprendre. Donc, je me demandais comment vous preniez en compte ces doubles dimensions d'apprentissage, parce qu'il me semble que c'est un peu vrai pour les trois exposés qui ont été présentés. Et c'est peut-être une question un peu plus générale, parce que dans ces systèmes dynamiques, on introduit de nouvelles méthodologies ou de nouveaux outils. Comment fait-on pour dissocier voilà, une remarque sur, par exemple, l'exposé d'Anne. Comment se fait-il que la première expérience ne soit pas celle d'apprendre à manipuler le robot et le bras? Je dis ça, c'est pas du tout une critique, hein, c'est une remarque. On a l'impression qu'on fait des expériences préalables, mais au fond, au moment où on introduit vraiment la dimension à la fois virtuelle et le bras haptique, on se retrouve dans une situation d'un apprentissage pour une tâche qui a été un peu apprise préalablement, mais pas complètement. Voilà, mais c'est peut-être une question sur laquelle on sera amené à revenir, puisqu'on n'a peut-être pas le temps d'une réponse complète. Je suis désolée, hein, on va frustrer tout le monde, donc on va être obligé d'arrêter pour passer à l'axe 2. Je vous remercie vraiment beaucoup, parce qu'en plus, je pense que c'était vraiment 3 présentations très complémentaires.